Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va faire un pas de côté. On va adopter la posture d'un chercheur contemplatif, un peu comme un métaphysicien des temps modernes, pour aborder un sujet qui est franchement absolument fascinant, et même un brin troublant, la persistance numérique après la mort. Ce qu'on va faire ensemble, c'est interroger le statut ontologique de ce qu'on appelle les spectres digitaux. Concrètement, que reste-t-il de nous quand notre corps physique disparaît, mais que nos données, elles, continuent d'exister et de s'animer au cœur de la machine? Préparez-vous parce qu'on part pour une véritable enquête philosophique sur les limites même de l'identité humaine. Alors, je vous pose la question d'emblée, où s'arrête véritablement votre identité? Prenez juste un instant pour y réfléchir. Est-ce qu'elle se termine à la seconde de votre dernier souffle biologique? Ou bien, si une intelligence artificielle est entraînée sur vos milliers d'emails, sur vos photos, vos petits messages du quotidien et vos habitudes en ligne, est-ce que cette identité-là continue d'avancer sans vous? C'est vraiment la question vertigineuse qui va guider notre analyse. On ne parle plus du tout de simples archives poussiéreuses et passives, on parle d'une prolongation potentiellement active de qui vous êtes. Bon, plongeons directement au cœur du sujet en définissant ce fameux spectre digital. On parle ici de traces numériques autonomes. Ça veut dire que vos données ne dorment pas tranquillement sur un disque dur oublié. Non, sous l'impulsion d'algorithmes puissants, elles continuent de s'animer, de simuler vos comportements, d'exister d'une manière totalement inédite après la mort physique. Ce concept de fantôme numérique, il nous force carrément à remettre en question les limites de notre propre conscience. Sommes-nous vraiment réductibles à une montagne de données? Première étape de notre exploration, l'archéologie des traces virtuelles. Pour bien comprendre ce futur technologique, il faut d'abord regarder dans le rétroviseur. En fait, notre quête d'immortalité n'a absolument pas changé depuis la nuit des temps. D'un côté, dans l'Antiquité, on avait les Sumériens qui gravaient des tablettes d'argile en Mésopotamie pour survivre au passage des siècles, ou les Romains qui moulaient des masques mortuaires en cire pour figer éternellement le visage de leurs proches. Et de l'autre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Nos immenses archives sur des serveurs distants et nos empreintes numériques. La seule chose qui a vraiment changé, c'est le support. On est passé de l'argile à une sorte de peinture numérique éternelle et invisible, mais ce désir viscéral d'échapper au néant, c'est exactement le même. Et si on pousse la comparaison un peu plus loin, c'est saisissant. Dans les sociétés anciennes, il y avait des rituels religieux très stricts pour vénérer les ancêtres et garder un lien avec l'au-delà. Eh bien aujourd'hui, on est en train de créer de véritables rituels numériques. On le voit déjà avec la création d'avatars IA qui simulent la parole de personnes décédées. Pensez à l'intelligence artificielle qui a recréé à la perfection la voix d'Anthony Bourdain pour un documentaire ou encore aux hologrammes bluffants de Maria Callas ramenés sur scène. C'est une persistance artificielle qui donne le vertige. On ne prie plus devant des statues de pierre, on interagit avec des algorithmes qui soutiennent artificiellement la présence de ceux qui sont partis. Ce qui nous amène à notre deuxième axe de réflexion, le deuil face aux algorithmes. Il faut se poser une question difficile. Ce lex technologique, cette omniprésence de nos données, est-ce que ça ne prive pas nos descendants de leur droit le plus fondamental au deuil? Le processus du deuil, historiquement, il est basé sur l'absence, sur l'acceptation lente et douloureuse du vide. Mais comment ce processus cognitif évolue-t-il quand on est constamment confronté à des doubles numériques persistants? Des avatars qui ne se taisent jamais, qui continuent de vous envoyer des notifications ou de générer du contenu sur les réseaux sociaux comme si de rien n'était. Il y a vraiment une distinction vitale à faire ici. D'un côté, on a la mémoire vivante, organique. Elle est imparfaite, elle s'adoucit, et surtout elle s'efface naturellement avec le temps, ce qui permet au vivant de respirer et de tourner la page. De l'autre côté, on a la simulation algorithmique. Et elle est figée, constante, totalement immuable derrière la vitre froide de nos écrans. Cette présence continuelle crée un poids social colossal. Essayez d'imaginer les conséquences sur une société entière qui serait forcée de cohabiter de façon permanente avec ses ancêtres virtuels. Ça pourrait complètement paralyser la dynamique des familles futures, créant une sorte d'incapacité collective à laisser le passé s'en aller. Troisième point de notre analyse, cet héritage est-il une chance ou une prison technologique? Quand on s'amuse à croiser la technologie et la biologie, on réalise un truc fou. Nos traces numériques, de par leur immensité, ressemblent énormément aux vastes réseaux racinaires des plantes dans une forêt primaire. Vous savez, ces fameuses mycorhizes qui connectent tout un écosystème. Sauf qu'il y a un hic de taille. Dans la nature, les vieilles forêts suivent un cycle de décomposition naturelle. La mort retourne à la terre et nourrit la nouvelle vie. Notre écosystème de données, lui, croît de manière organique et incontrôlée. Mais il s'enracine sur quoi? Sur des fermes de serveurs totalement stériles. Ces machines consomment une énergie folle, mais sont incapables de nourrir la moindre véritable mémoire organique. Les données ne se décomposent pas, elles s'accumulent à l'infini. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est de repenser complètement la notion d'erreur. On a tous l'habitude de voir un bug informatique comme un simple défaut technique, une ligne de code à corriger. Mais si on considère nos amas de données mortes comme cet écosystème organique dont on vient de parler, alors un bug ou une IA qui hallucine en imitant un proche disparu, ce n'est plus du tout une simple erreur, c'est carrément une mutation biologique au sein du système. C'est l'évolution brutale et imprévisible de nos données qui échappe totalement au contrôle des vivants. Et au-delà de la métaphore biologique, on fait face à une montagne de dilemmes éthiques bien réels. Déjà,
quel est le statut légal des héritiers? Si une IA recrée votre grand-père, à qui appartient ce double numérique? À la famille endeuillée ou à la multinationale qui fait tourner le modèle sur ses serveurs? On voit émerger de tout nouveaux droits de propriété intellectuelle sur ce que j'appellerais les données mémorielles. Et puis n'oublions pas qu'on est en train de créer une dette invisible, à la fois psychologique et écologique, qu'on refile sans complexe aux générations futures. Il va falloir sérieusement questionner la responsabilité morale de ces géants de la tech. Après tout, ce sont eux qui détiennent littéralement les clés de nos cimetières virtuels. C'est exactement pour ça que le concept de testament numérique devient absolument incontournable aujourd'hui. On ne parle plus juste de léguer un compte en banque ou une maison familiale, on parle d'un héritage de données ultra sensibles. Le testament numérique nous met face au mur concernant le consentement explicite des défunts. De votre vivant, aviez-vous vraiment consenti à ce qu'une intelligence artificielle absorbe toutes vos tics de langage pour réactiver votre image numérique et pire, agir en votre nom auprès de vos enfants? Ce dilemme d'une machine agissant pour vous sans votre présence réelle, c'est aussi captivant que terrifiant. Quatrième et dernière étape de notre décryptage, le droit de disparaître. Là, on touche au cœur même de la métaphysique de la persistance numérique. Prenons une seconde pour interroger cette idée de conscience. Finalement, ce qu'on laisse derrière nous sur nos claviers, ce ne sont que des habitudes, des schémas répétitifs, des petits tics comportementaux. Et oui, une IA peut imiter ça à la perfection. Mais attention, simuler la surface de nos habitudes, ce n'est en aucun cas transférer l'étincelle de vie, l'âme ou la véritable conscience humaine dans un algorithme. Il ne faut surtout pas confondre le masque mortuaire en cire, aussi réaliste soit-il, avec le visage vivant et vibrant qui le portait autrefois. Donc le point crucial à retenir de tout ça, le dilemme absolu qui ressort de nos sources, c'est de réaliser le choix de société vertigineux qui s'offre à nous. Sommes-nous en train de coder la première véritable forme d'immortalité, où la mémoire humaine arrive enfin à transcender la décomposition biologique? Ou bien tout simplement par refus d'accepter notre propre fin? Est-ce qu'on n'est pas plutôt en train de bâtir la plus sophistiquée des prisons technologiques? Une prison qui n'enfermerait pas seulement les reflets numériques des morts, mais qui condamnerait surtout les vivants à interagir éternellement avec des fantômes. Dans un monde futur où nos données s'accumuleront à l'infini sur des serveurs stériles, où nos propres avatars pourraient nous survivre de façon totalement autonome sans jamais se fatiguer, est-ce que le fameux droit à l'oubli ne deviendrait pas, paradoxalement, la dernière chose qui nous rattache encore à notre nature fondamentalement humaine, le droit de simplement disparaître? Je vous laisse méditer là-dessus et peut-être reconsidérer votre propre empreinte numérique dès ce soir. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration profonde et comme toujours, continuez de vous poser les bonnes questions. À très vite.